Hey, salut les égarés, bienvenue pour ce deuxième LDH-VSS. Vous le savez maintenant, cet acronyme veut dire que nous allons parler dinosaures. La dernière fois, nous avions passé en revue l'état des connaissances associées à Diplodocus de manière condensée, puis nous étions partis sur l'île du premier tome, Isla Noche, afin de voir comment y vivaient ces chers sauropodes. Nous avions vu notamment une histoire de changement d'espèce type, passant de Diplodocus longus à Diplodocus carnegie, à la demande d'Emmanuel Chop et d'Octavio Mateus. Ayant pu communiquer avec Chop à ce sujet, il m'a confirmé cette demande et m'a promis de m'envoyer la prochaine publication concernant cette affaire. Je vous en tiendrai donc au courant. Ok. Donc entrons dans le vif du sujet. Pour cette deuxième vidéo LDH-VSS, nous allons parler d'un genre assez méconnu du grand public, mais pas seulement. Il s'agit de Proceratosaurus. Ça change du Diplodocus, n'est-ce pas? Avant de commencer, je voulais vous informer que la plupart des informations présentées seront tirées des travaux d'Oliver Roth en 2010, où il compare l'animal avec Guanlong, Dilong, Tugelusaurus et Tanicolagreus. Il est sans doute la personne à avoir le plus travaillé sur le spécimen type ces dernières années. Allez les enfants, allons voir ce théropode rempli de mystères. Les premiers et seuls restes du dinosaure Proceratosaurus ont été retrouvés en 1910 en Angleterre, près de Mishampton, dans le Gloucestershire, datant du Bâtonien au Jurassique moyen. Il fut décrit par Arthur Smith Woodward, qui l'a d'abord nommé Megalosaurus bradleyi. En 1926, Friedrich von Huene le baptisa par le nom de genre Proceratosaurus en raison de la ressemblance du rostre muni de ce qui était à l'époque pris pour une corne avec Ceratosaurus nasicornis. Il en fit un ancêtre de ce dernier. Oliver Roth considère même que ces publications de 1926 mériteraient d'avoir le statut de description originale du genre Proceratosaurus. Oui, parce que pour tout matériel d'étude, il n'y avait qu'un crâne dont la partie supérieure avait été détériorée durant la fossilisation. À ce jour, nous n'avons toujours que cet élément. En 1932, Friedrich von Huene a appuyé l'interprétation des études et pensa même que Proceratosaurus et Ceratosaurus faisaient partie des Coelurosauria, groupe de théropodes plus étroitement liés aux oiseaux qu'aux carnosaures, qui à l'époque étaient utilisés pour se référer à tous les petits théropodes. À savoir d'ailleurs qu'à cette époque, on avait déjà envisagé une origine dinosaurienne des oiseaux, mais cette idée était tombée en désuétude durant un siècle parce qu'on n'avait retrouvé aucun furcula, ou os appelé fourchette, chez les dinosaures théropodes. Ce n'est qu'à partir de découvertes faites dans les années 70 que l'idée a commencé à repointer le bout de son nez. Furcula, nous voilà! Malgré le seul crâne découvert, on estime la taille de Proceratosaurus bradleyi à environ 3 mètres de long. La dernière étude concernant l'unique crâne de ce dinosaure a été réalisée par Oliver Roth en 2010. Dans ses remarques, il nous donne l'importance qu'a ce crâne partiel dans le registre fossile, étant donné qu'il est un des mieux préservés d'Europe, de même qu'en ce qui concerne les théropodes en général du Jurassique moyen. Il explique aussi que peu d'études font mention de l'animal, excepté une étude de Greg Paul en 1988 concernant une reconstruction du crâne et quelques autres l'incluant dans diverses théories qui concernent plus largement les théropodes, leurs anatomies et leur évolution. Par exemple, Morner en 1990, Widmer en 1997, Holtz, Morner and Curie en 2004. La description en détail de la pièce fossile a été faite grâce à une nouvelle préparation du type ainsi qu'à de nouvelles images de tomodensitométrie.
C'est une technique d'imagerie médicale qui consiste à mesurer l'absorption des rayons X par les tissus, puis, par traitement informatique, à numériser et enfin reconstruire des images 2D ou 3D des structures anatomiques, aussi appelées scanographie. Oui, c'est la définition Wikipédia, et j'assume. Rout fait mention en premier lieu des éléments remarquables du crâne, notamment les fosses nasales inhabituellement élargies, environ 20% de la longueur du crâne, ce qui est assez peu commun chez les théropodes, ainsi que la crête crânienne partant de la jonction prémaxillaire nasale. Le crâne est extrêmement pneumatisé au niveau des nasales, des jugaux et maxillaires, de la boîte crânienne aux endroits des bases sphénoïdes, du tympan antérieur, des cavités basiptérygoïdes et des carotides. Les dents de ce carnivore sont très petites au niveau du prémaxillaire en comparaison de celles placées plus latéralement. Les carènes, ou bords aiguisés de la dent, marquent une large différence de dentelure en termes de taille entre les mésiales et les distales. La première dent du dentaire est quelque peu couchée et fléchie antérieurement. Proceratosaurus étant vu comme un Coelurosaurus basal, notamment par Holtz en 2000 et Rout en 2003, mais aussi parfois comme un Coelurosaure plus dérivé, chez Holtz en 2001 et Holtz et ses partenaires en 2004, il peut s'avérer être un taxon clé en ce qui concerne la compréhension des origines de l'évolution des Coelurosaures. On remarque sur le crâne que les fosses nasales sont fortement inclinées, montant plus haut dorso-ventralement que la fenêtre maxillaire. La corne nasale est placée à plus ou moins un tiers de la fosse nasale. Le processus quadrato-jugal du squamosal, fortement élargi en forme de feuille, l'angulaire s'étend jusqu'à l'extrémité postérieure du processus rétro-articulaire de la mandibule et une médialement large articulation postérieure des mâchoires. On parle ici de caractère autapomorphique qui se révèle apomorphique chez Proceratosaurus, étant donné que nous n'avons qu'un seul crâne. Si ces mots vous échappent, je vous laisse le soin de lire les définitions qui s'affichent à l'écran. Comme nous l'avons vu plus haut, les os du dessus du crâne, nasal, frontal, pariétal, préfrontal, postorbital et squamosal, sont manquants. Ceci est dû à une fissure dans la roche partiellement composée de calcite où se trouvait l'élément. La fissure oblique a permis de préserver un peu plus du dessus du crâne sur sa partie droite. Ainsi, malgré les déformations dues au processus de fossilisation, le crâne mesure 26,9 cm de longueur et 4 cm de largeur dans sa partie la plus large. Ce que l'on peut aussi voir facilement à l'œil nu, ce sont les parties du palatin gauche, du ptérygoïde et du vomer, qui est un os du nez de la partie supérieure de la cloison des fosses nasales, qui sont visibles à travers l'ouverture antéorbitale gauche. Rout étaye son étude en se focalisant sur plusieurs éléments crâniens. Je ne vais toutefois pas rentrer trop dans les détails. On remarque que le crâne était apparemment assez bas et allongé, comme c'est le cas chez de nombreux Coelurosaures basaux. En évaluant la hauteur du crâne s'il était complet et en comparant avec d'autres taxans, en y excluant les crêtes crâniennes et autres protubérances, Rout en a conclu que celui-ci ne devait pas dépasser 9 cm de haut. Le rapport entre longueur et hauteur du crâne étant aux alentours de 3, cela correspond également aux valeurs des autres Coelurosaures basaux, comme Compsognathus, Guanlong ou encore Ornithomimus. Alors que la plupart des tétanurés basaux, des cératosaures, ont un crâne relativement plus court. Ceratosaurus, Carnotaurus, Monolophosaurus, Synraptor, Allosaurus et Acrocanthosaurus n'en sont que des exemples.
Cependant, il est à noter que la véritable largeur du crâne ne peut pas être connue du fait de la compression subie par celui-ci durant des millions d'années. Contrairement aux cératosaures et à la plupart des carnosaures, l'articulation de la mâchoire n'est pas déplacée postérieurement, mais plutôt placée en dessous ou même un peu antérieurement à l'os carré, comme chez la plupart des coelurosaures. Les fosses nasales font 20% de la longueur du crâne, comme déjà évoqué, de même que pour Monolophosaurus et Guanlong. Cependant, chez ces deux taxons, l'ouverture est orientée plus ou moins horizontalement alors qu'elle est inclinée dans un angle d'environ 30 degrés chez Proceratosaurus. On retrouve de grandes ouvertures orbitaires communes chez les théropodes de petite taille. Le prémaxillaire est proportionnellement très réduit par rapport à d'autres théropodes comme Dilophosaurus, Carnotaurus, Allosaurus ou encore Velociraptor que vous avez en exemple. Mais cela rejoint les proportions que l'on retrouve chez les tyrannosauroïdes. En comparaison, le maxillaire est très long et diffère dans sa forme de ce que l'on peut retrouver chez Guanlong ou Monolophosaurus par exemple. Le jugal, deuxième os le plus long de la mâchoire supérieure, est élargi en son bord antérieur, là où il rencontre le maxillaire et le lacrymal, comme chez la plupart des tétanurés basaux, mais au contraire des célophysoïdes et des maniraptoriformes. La partie préservée de la crête est presque exclusivement formée par les os nasales qui deviennent plus massifs. D'ailleurs, l'extrémité antérieure de cette crête a une apparence un peu enflée. On remarque qu'il n'y a pas de suture entre le nasal droit et le nasal gauche. Cela peut résulter de l'état de conservation du spécimen. La partie antérieure de la crête est vide, on remarque cette vacuité malgré l'état de compression du crâne qui indiquerait que la crête était pneumatique comme chez Guanlong et Monolophosaurus. On ne peut toutefois pas encore déterminer avec certitude si la crête n'était que nasale comme chez Ceratosaurus ou étendue vers l'arrière comme chez Guanlong. On ne retrouve pas de contact entre le lacrymal et le maxillaire dans la formation de la fenêtre antéorbitaire interne, contrairement à ce qu'on peut retrouver chez des saurischiens comme Herrerasaurus ou Plateosaurus, mais c'est une particularité qui est également absente chez Majungasaurus ou les tyrannosauroïdes. Ceci est peut-être dû à l'état de compression du crâne. Les parties préservées de la boîte crânienne, malheureusement partiellement conservées, correspondent au basio-occipital, au basésphénoïde et au parasphénoïde. La préparation de l'extrémité postérieure du crâne confirme que la boîte crânienne a été érodée à peu près au niveau de la bordure dorsale du condyle occipital. La mandibule a une longueur de 26 cm, un peu plus courte que le crâne. Le dentaire est relativement mince et la fenêtre mandibulaire mesure 26 mm de long pour 11 mm de haut. Le dentaire mesure 18,5 cm environ. Le surangulaire est de moitié plus haut que le dentaire comme chez beaucoup de grands théropodes, chose qu'on ne retrouve pas chez la plupart des petits ou moyens théropodes. On retrouve 4 dents prémaxillaires et 18 sur le maxillaire gauche, 22 sur le droit. Toutefois, on remarque qu'il y a autant d'emplacements de dents à droite et à gauche. Ce nombre est plus important que chez les cératosauriens, de 9 ou 10 à 18, des tétanures basaux entre 13 et 16, à l'exception des spinosauroïdes, des coelurosauriens basaux entre 10 et 12, des tyrannosauridés entre 11 et 18, des droméosauridés entre 9 et 15 et des aviens basaux entre 8 et 9. En revanche, les célophysoïdes, entre 20 et 26 à l'exception de Dilophosaurus, et les troodontidés, de 18 à plus de 30, affichent également un très grand nombre de dents maxillaires.
La taille des dents du maxillaire augmente de la première à la quatrième, puis diminue dès la huitième jusqu'à la dernière, conférant une forme de scalpel à la rangée de dents, comme l'on peut le retrouver chez les tyrannosauridés, en toutefois moins prononcé. La rangée de dents s'arrête juste avant la branche antéorbitaire du lacrymal, à la différence du célophysoïde et des cératosaures, mais comparable à ce qu'on retrouve chez de nombreux tétanurés basaux. Chez les théropodes plus avancés, la rangée se termine dans une position relativement plus antérieure. On retrouve 20 dents sur le dentaire. Ces dents sont plus petites que les maxillaires et la rangée s'arrête bien avant celle du maxillaire. Elles pointent vers le haut et les 5, 6 et 7e sont les plus grandes. La taille se réduit en allant vers la partie postérieure du dentaire, mais ceci est beaucoup moins marqué que pour les dents maxillaires. On remarque que les deux premières maxillaires ressemblent à celles de Guanlong, bien que les pointes de celles-ci soient légèrement incurvées latéralement, de sorte que celles-ci divergent légèrement l'une de l'autre en vue antérieure. On remarque la façon dont les dents maxillaires et dentaires sont incurvées avec une base droite et ensuite un fléchissement de la pointe. On remarque également aussi la première dentaire qui est fléchie antérieurement depuis sa base. Les carènes mésiales et distales des dents montrent de très fines dentelures. Le nombre de denticules par millimètre diffère selon la position des dents ainsi que selon leur position basale ou apicale. Les dentelures apicales étant ainsi plus grandes que les basales. Le nombre de denticules par millimètre diminue du passage des prémaxillaires au maxillaire puis augmente à nouveau vers l'extrémité postérieure de la rangée de dents. Dans le dentaire, les denticules sont plus petits en général que ceux de la mâchoire supérieure et diminuent en nombre après la 3e et 4e dent, puis gardent une valeur constante. Les denticules mésiales sont plus petites que les distales, mais aussi plus basses, comme chez les dromosauridés et les tyrannosauroïdes basaux. Ainsi, elles sont mal ou pas du tout conservées sur beaucoup de dents. Les moussages des pointes indiquent les dommages subis durant l'alimentation. Raoult se posait la question de savoir si l'animal était un adulte ou non. Selon lui, et en l'absence des os de la boîte crânienne qui par leur suture peuvent indiquer l'état du processus d'ossification, et par l'absence de surface piquée et striée que l'on retrouve chez les individus juvéniles de dinosaures, le spécimen type serait au moins un subadulte. Il met en corrélation le fait que chez la plupart des juvéniles, y compris chez les théropodes, la partie nasale est courte et les orbites sont très grandes, alors que le crâne du spécimen type affiche un museau très long. Cependant, chez les tyrannosauridés juvéniles, on remarque que le museau est également allongé. De ce fait, on ne pourrait pas exclure le fait que cet unique spécimen représente une forme tardive de juvénile de son espèce. Bien qu'établir une taille à l'animal en se basant sur un crâne unique se révèle quelque peu problématique, Raoult se sert de la formule donnée par Thierin et Anderson en 2007 en partant d'un crâne d'une longueur approximative de 28-30 cm pour arriver à une longueur de l'individu avoisinant 2,98 mètres à 3,16 mètres et une masse corporelle oscillant entre 28 et 36 kg. Cela le rapproche en termes de taille de son cousin Guanlong, sa taille étant estimée à 3 mètres, mais étant cependant considérée comme surévaluée. Ainsi, les tailles estimées juste avant pour Proceratosaurus peuvent être considérées comme des tailles maximales. Le classement de Proceratosaurus parmi les tyrannosauroïdes indique que ce clade a vécu durant une période de quelques 100 millions d'années, du Bâtonien au Maastrichtien supérieur, soit une période plus longue que la totalité du Cénozoïque. Ainsi, il n'est pas étonnant de voir une grande hétérogénéité entre les différents représentants du clade au fil du temps et des trouvailles.
Ainsi, dans ce clade, nous retrouvons des formes géantes et robustes, comme des formes petites et graciles. Dans les années 80, Ceratosaurus fut reclassé parmi les carnosaures et non les Coelurosauria. En 1988, Greg Paul suggéra que Proceratosaurus était un proche parent d'Ornitholestes, notamment à cause de la corne. Plus tard, l'idée d'une crête nasale chez Ornitholestes fut réfutée. Proceratosaurus et Ornitholestes avaient été placés à ce moment chez les allosauroïdes primitifs. D'autre part, Paul considéra Pivetosaurus comme un synonyme de Proceratosaurus, mais rien dans les crânes des deux animaux ne permit de confirmer cette hypothèse. En 2000, Metzen et Willis réintroduisirent Proceratosaurus au sein des Ceratosauridés, comme l'avait fait Hune, mais sans en donner vraiment de raison. Thomas Holtz et ses collègues en 2004 placèrent Proceratosaurus, ainsi qu'Ornitholestes décidément, parmi les Coelurosauria. Mais jusque-là, toutes les études menant à cette conclusion, depuis Holtz en 2000, oui, il est dans toutes les classifications du taxon entre 2000 et 2004, sauf pour celle de Roth en 2003. Décidément, encore une fois. Donc celui-ci s'appuie sur de faibles arguments, notamment la large fenêtre antéorbitaire. Encore une fois, la relation Ornitholestes-Proceratosaurus se fondait sur la présence d'une possible crête nasale chez les deux taxons. Oliver Roth et ses collègues, dans leur étude de 2010, en arrivèrent au fait qu'effectivement Proceratosaurus était un Coelurosauria, mais en plus un tyrannosauroïde, un parent étroitement lié au théropode chinois Guanlang. Les deux ont finalement trouvé leur place chez le clade des Proceratosauridés, créé rien que pour les accueillir. Plus tard, on y ajouta également Chilescus, Eutyrannus et Sinotyrannus au fil des différentes classifications phylogénétiques. En 2018, Raphaël Delcourt et Orlando Nelson Grillo proposèrent un nouveau cladogramme des tyrannosauroïdes en se basant sur les cas de Timimus et Santana raptor. Ainsi, on peut voir que les Proceratosauridés sont ici le groupe frère des Pantyrannosauria. D'ailleurs, Roth, en 2010, remarque que la période, le Bâtonien, où a vécu Proceratosaurus étant l'origine de tous les clades de Coelurosaures basaux au cours du Jurassique moyen et fournit la preuve d'une dispersion précoce des tyrannosauroïdes à l'échelle de la Laurasia au cours du Jurassique tardif. Le fait de classer Proceratosaurus bradleyi parmi les tyrannosauroïdes est un indicateur supplémentaire sur l'histoire évolutive de ce clade et de sa répartition limitée à l'hémisphère nord en règle générale, Amérique du Nord, Asie et Europe. L'âge du fossile implique que le rayonnement des tyrannosaures n'était pas une réaction rapide située à la fin du Jurassique, mais plutôt comme quelque chose d'antérieur à la séparation du Gondwana et de la Laurasia à la frontière calovien-oxfordien. En effet, la séparation entre l'Asie orientale et le reste de la Laurasia depuis le Bâtonien moyen indique que la dispersion des Proceratosauridés dans l'hémisphère nord doit s'être déroulée avant cet événement. Proceratosaurus fournirait donc une preuve directe de la présence de tyrannosauroïdes autour de cet intervalle de temps. Jusqu'au reclassement de Santana raptor daté de l'Albien chez les tyrannosauroïdes, il paraissait étrange de ne pas voir la présence de représentants de ce clade dans l'hémisphère sud du fait des relations phoniques étroites entre l'Europe, l'Est de l'Asie et le nord de l'Afrique que l'on retrouve à la fin du Jurassique moyen. On a pensé que, du fait du manque de fossiles probants, les tyrannosauroïdes auraient pu se disperser dans le nord du Gondwana au Jurassique moyen, mais n'auraient pu atteindre le sud du supercontinent au Jurassique moyen et tardif en raison de l'augmentation de l'aridité du centre du Gondwana à l'époque, ou que ce clade s'est dispersé uniquement en Asie centrale et au nord de l'Europe et n'aurait atteint le sud de l'Europe et l'Amérique du Nord qu'au Jurassique supérieur seulement après la fin de la séparation finale avec le Gondwana.
Ainsi, Proceratosaurus, étant le taxon frère de Guanlong, indique une radiation évolutive des tyrannosauroïdes très tôt au Jurassique moyen, avec une spécialisation des caractères dentaires qui seront présents jusqu'aux grands tyrannosauridés du Crétacé supérieur. Notons juste que le crâne est détenu par le Land and Museum of Natural History. Les individus de Proceratosaurus présents sur Isla Noche sont issus de 3 portées ayant incubé au même moment entre janvier et avril 1998. Ainsi, les petits sont nés à peu près au même moment que les Mosasaurus hoffmanni. Sur les 22 petits sortis de l'œuf, seuls 10 auront survécu jusqu'à l'âge adulte. Des problèmes cardiaques et d'aspergillose aiguë auront eu raison des autres. Les défaillances cardiaques entraînaient une mort quasi systématique intro-ovum, alors que l'aspergillose se déclarait le plus souvent quelques jours après la sortie de l'œuf, entraînant la mort des individus 1 à 2 semaines après. Les zones de confinement et de quarantaine n'auront pas suffi à préserver ces animaux des risques fongiques, bactériologiques et autres. Les tentatives de traitement sur certains animaux plus robustes et atteints d'aspergillose aiguë, à base notamment de l'itraconazole, se sont révélées infructueuses, le stress engendré chez les animaux encore très jeunes ayant eu raison de leur état de santé. Il est très difficile en général de pouvoir réellement éviter une contamination des individus n'appartenant pas à l'époque dans laquelle on les replace. Il se pourrait même que certaines pathologies faisaient partie intégrante des embryons de par l'ADN probablement altéré à l'origine. Au cours des études menées sur les Proceratosaurus survivants, il a été établi que ces animaux devaient vivre en solitaire. Ainsi, chaque individu a d'abord été placé dans un enclos individuel. Chaque enclos était placé à des endroits différents de l'île. Le nourrissage se faisait en lâchant des lapins et autres volailles dans les enclos. Les Proceratosaurus sont des chasseurs se servant de leur vitesse pour capturer leurs proies afin de les lacérer avec leurs mâchoires. La mise à mort est généralement très rapide. Cependant, il s'avère que ces animaux sont extrêmement craintifs et ont tendance à se dissimuler lors des premiers contacts dans cet environnement particulier avec l'homme. Aucun cas d'attaque sur le personnel de l'île n'a été relevé. Les Proceratosaurus adultes sont des animaux extrêmement discrets, préférant se dissimuler sous le couvert des arbres de la jungle. On ne les aperçoit que très rarement. Proceratosaurus apparaît dans le tome 1, L'autre monde, sous la seule espèce, Bradley. Les individus adultes atteignent une taille d'environ 3 mètres de long. La croissance rapide de ces théropodes de petite taille a permis d'obtenir des individus ayant atteint leur taille adulte et leur maturité sexuelle en l'espace de 6 ans seulement. Les adultes mâles et femelles ne se retrouvent qu'à la saison des amours durant les mois de mars et avril. Les deux partenaires ne se voient que le temps de l'accouplement avant que la femelle ne chasse directement le mâle. Parfois, quelques échauffourées ont lieu entre mâles pour une même femelle. À plusieurs reprises, ceux-ci se sont révélés infructueux, la femelle préférant fuir le spectacle. La femelle couve les œufs le temps de l'incubation, ne les laissant sans surveillance que pour la chasse. Les nids sont placés dans des endroits ensoleillés. Les petits sont éduqués durant 3 ou 4 mois avant de se séparer de la mère, formant un groupe fraternel durant une année. C'est l'unique période où les animaux de cette espèce adoptent un comportement grégaire. On sait que Proceratosaurus a un régime alimentaire assez varié, chassant lézards comme dinosaures de petite taille tels que Chirostenotes, qui est pourtant un des dinosaures les plus agressifs de l'île. Il n'y a pas de différenciation significative de la couleur de peau entre mâles et femelles et jeunes et adultes. Ces animaux se remarquent par leur couleur bleue violacée chatoyante sur tout le corps. Les petits, cependant, naissent avec un léger duvet noir qui ne devient en grandissant plus qu'un liseré de filaments plumeux bleus le long de la colonne vertébrale.
Ils arborent une crête orange s'étirant vers l'arrière du crâne, tirant sur le rouge pour les mâles en période de rut. La crête se développe au cours de la croissance. Voilà donc ce que l'on peut dire concernant ce mystérieux animal que j'ai décidé d'inclure dans l'histoire. J'estime qu'il est toujours bon de parler de ce qui est moins connu du grand public et d'y apporter une part de spéculation permettant de donner vie aux créatures dont nous ne connaissons quasiment rien. Car en effet, toute attache comportementale dans cette fiction n'est que purement spéculative. Voilà pour cette deuxième vidéo LDH VSS Les Égarés, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous l'aurez trouvé utile. Laissez-moi vos avis en commentaire, j'y répondrai. En attendant, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à appuyer sur le pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Bye à vous!